est d'ailleurs le premier conseiller militaire du président. Il faut que cela soit connu. Un chef d'état-major général des armées est un conseiller militaire du président. Il faut que cela soit connu. Lorsque le président le nomme et qu'il lui remet le drapeau, en lui remettant le drapeau, il lui dit, dans l'opérationnalisation, dans la hiérarchie, c'est vous. Vous êtes le seul chef de cette armée. Je vous délègue ce pouvoir-là. Un tel chef d'État, major des armées, si il reçoit des instructions du président, de son ministre de la Défense, parce qu'il ne s'adresse pas directement au président. Le président ne s'adresse pas directement à lui. Naturellement, un président peut s'adresser à n'importe qui. Mais il vous a dit ici que le trait d'union entre lui et le président, c'était le ministre de la Défense. Celui qui était le chef d'état-major de la gendarmerie à l'époque des faits, je parle du général Baldé, vous a également dit ici qu'il n'était pas possible pour lui de s'adresser directement au président. Il devrait passer par le chef d'état-major général des armées. Et que c'était vice-versa. Pourquoi cet homme-là viendrait mentir ici? Pourquoi cet homme-là, qui n'était pas très ami d'ailleurs au président Dadis, pouvait venir le soutenir ici et dire que nous avons effectivement reçu ces instructions? Pourquoi des personnes devraient violer les instructions données par le premier responsable du pays? Pourquoi on devrait plutôt créer un lien entre ces personnes-là et le président? Vous ne voyez pas qu'on est en train de rabaisser la République? Une partie civile a indiqué que si le chef d'État dit au ministre de la Défense et au chef d'état-major de l'armée de ne rien faire et ne fera rien, c'est bien Maître Hamidou. Alors, j'espère qu'il a suivi le général Oumar Sano, déclaré avoir reçu effectivement des instructions de faire consigner tous les militaires dans les casernes et de laisser seule la police et la gendarmerie s'occuper du maintien de l'ordre. Je précise que les instructions relatives au casernement, je l'ai dit, je vais répéter, sont venues de lui. Je précise que les instructions relatives au maintien de l'ordre, bien que venues de lui, pouvaient ne pas venir de lui, parce que c'est la légalité. À partir du moment où une partie civile indique cela, je pense que c'est clair que le président a donné des instructions. Est-ce qu'au moins on peut dire, reconnaître, cette fois que parce que le président a dit, cela est acquis? Voilà, Monsieur le Président. Voilà, messieurs les assesseurs, les actes que le président Dadis a posés avant les événements. Je vous ai dit que nous allons être pédagogues. Je vous ai dit que nous allons être aussi simples pour permettre à ce tribunal de nous comprendre. Nous ne mélangerons rien. C'est pourquoi nous partons pas à pas. Alors, nous vous avons indiqué les actes que le président a posés pour prévenir donc ce qui est arrivé. Et je veux mettre le parquet au défi. Je veux mettre les parties civiles au défi d'indiquer qu'après tout ce que j'ai dit, vérifiable, prouvable, le président n'a rien fait pour prévenir. On ne l'atteindra pas parce qu'il n'est pas atteignable.
il n'est pas atteignable parce qu'il est saint dans cette affaire. Il est saint dans cette affaire que tous les actes qu'il a posés depuis le début concourent dans ce sens-là. Rien ne les modifiera et nous ne permettrons d'ailleurs pas que cela soit modifié. Parce qu'encore une fois, nous sommes son porte-voix, nous portons sa parole, nous portons sa défense. Et tant que nous vivons, tant que nous respirons, nous le défendrons comme ça se doit et dans les limites de la loi. Qu'est-ce que le président a fait? Qu'est-ce que le président d'Addis a fait pendant les événements? Qu'a-t-il fait ce jour? Le président d'Addis a décidé, dans un premier temps, d'aller au stade. Personne ne peut contester ici, dans cette salle, les liens conviviaux qu'il entretenait avec tous les partis politiques. Personne ne peut contester dans cette salle les liens amicaux que le président d'Addis entretenait avec chaque responsable de parti politique pris individuellement. Personne ne peut contester dans cette salle la relation personnelle que le président d'Addis entretenait avec les membres de la société civile, les journalistes. Les journalistes vous ont dit ici que nous étions amis au président d'Addis. Puisque je parlerai de la communication, ce qu'il a fait sur le plan de la communication. On vous a dit ici ce qu'il a fait. Personne. C'est justement pourquoi, et c'est Thibault qui l'a dit, il était surpris d'entendre que ces partis politiques tiennent mort de cul à tenir le meeting. Encore une fois, un meeting qui n'était pas interdit. Encore une fois, le président a juste dit, sursoir, prendre un autre endroit. Et je vais y arriver. Tenant compte donc de ces liens avec ces partis politiques, avec ses leaders politiques, il était normal, mais tout à fait normal pour lui, encore pour prouver son humilité, sa modestie, sa simplicité, de partir au stade, de rencontrer ses leaders politiques. De leur parler, parce que c'est un homme de dialogue. De s'entendre sur une chose, parce que c'est un homme de compromis. Mais il en a été empêché par son aide de camp. Empêché. Avait-il donc la possibilité de partir? Et l'aide de camp lui-même vous a confirmé ici l'avoir empêché de partir. L'aide de camp vous a confirmé ici l'avoir confié au commandant de son salon. Le commandant de salon est venu confirmer ici que le président a été là. Alors, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'aller rencontrer ses leaders politiques. Pourtant, il voulait tout simplement discuter avec eux. Pourtant, il voulait tout simplement les amener à sensibiliser leurs militants. Pourtant, pour lui, il n'y avait aucun problème à les rencontrer, puisque aucune institution de la République n'était en danger. Puisque la présidence n'était pas inquiétée, n'était pas en danger.
puisque c'est ce stade-là qui était concerné. Et en tant que chef d'État, il devrait prendre son bâton de pèlerin pour y aller, pour rencontrer les personnes avec qui il partage tout, ses leaders politiques. Mais ce jour, il a été laissé encore seul par son aide de camp. Alors même que la mission régalienne d'un aide de camp est bien de veiller sur la protection du président, pas autre chose. C'est d'abord ça. C'est ça avant tout. Le président est donc resté à la présidence. Son aide de camp savait qu'il était à la présidence. Son aide de camp savait qu'il avait confié au commandant du salon. Il a d'ailleurs enjoint à ne pas le laisser, sous peine de sanction. L'aide de camp, le commandant de salon, est venu ici témoigner qu'il était là et qu'il était placé sous sa surveillance entre griffes. Pensez-vous que si le président était sorti ce jour-là, connaissant ses liens avec ses partis politiques, il n'aurait pas réussi à les convaincre? Peut-être même aussi que c'est Dieu qui l'a sauvé. Mais qui sait? Puisque le complot monté était de l'éliminer, de le mettre out. Qui sait que si ce jour-là, il était parti là, le 3 décembre aurait été raccourci. Qui sait que ce jour-là, il n'aurait pas eu la même chance qu'il a eu le 3 décembre. Mais comme je vous l'ai dit, Dieu n'a pas voulu qu'il meure pour qu'on ne lui fasse pas endosser tout ce qui est lié à responsabilité sur des faits commis au stade du 28 septembre. Dieu a voulu qu'il vive pour donner sa version des faits. Dieu a voulu qu'il vive pour montrer à ses ennemis que sa vie n'est pas contrôlée par eux et que sa vie ne dépend pas d'eux. Dieu a voulu qu'il vive pour que les Guinéens comprennent que le président Dadis fait confiance en la justice de son pays. Dieu a voulu qu'il vive pour que le monde entier comprenne que le seul chef d'État qui, sans difficulté, s'est livré, et je pèse le terme livré, s'est livré à la justice de son pays, c'est bien lui. Dieu a voulu au moins que cet acte-là devienne un jour un exemple. Et c'est toute ma prière pour les autres chefs d'État qui doivent se dire qu'ils ne sont pas au-dessus des institutions de leur pays. Et que la loi, c'est la loi. Durer la loi, mais c'est la loi. Dura lex et lex, c'est ce qui est inscrit là, devant. Dieu a donc voulu qu'il soit ici aujourd'hui pour nous autres, nous permettre de parler en son nom et de laver non seulement son honneur, mais de démontrer que les faits pour lesquels il est poursuivi ne tiennent pas debout. Ces faits-là, ce sont des sacs vides. Vous savez bien que les sacs vides ne tiennent pas debout. Ils ne tiendront jamais debout parce qu'ils sont têtus. Parce qu'ils sont têtus, on sait que sa place n'est pas ici et que c'est juste une question de temps. Et c'est ce qu'il a souhaité lui-même pour être là, se défendre, montrer qu'il ne peut pas faire du mal à un Guinéen
Et voilà ce qu'il est en train de faire. Voilà ce que nous faisons pour lui. Et nous continuerons à le faire autant que possible. N'est-ce pas une volonté manifeste que le président Dadis n'a pas souhaité les événements du 28 septembre? Pourquoi vouloir vaille que vaille, vouloir advienne que pourra, lui coller cela? Parce qu'on veut faire l'affaire de nos maîtres. Ça ne marchera pas avec lui. Quels actes le président Dadis a posés après les événements? On est toujours dans la démonstration de ce qui n'est pas resté bras croisés, comme le parquet a voulu nous faire comprendre dans les débats ici, comme les partis civils ont voulu nous faire comprendre dans les débats ici, mais qu'après les débats, sachant leur défaite se dessiner, abandonnent tout, mettent le tapis vert devant la défense, en pensant que la défense va se contenter de cela. Nous savons que le juge pénal, le juge criminel est un juge actif. Nous savons que nous ne sommes pas ici pour prouver que nous n'avons rien fait. Parce que ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle du parquet. C'est une règle générale. L'achat de la preuve incombe au demandeur. Mais nous voulons éclairer l'opinion. Nous voulons éclairer ce tribunal qui va écrire la vérité judiciaire. Nous voulons contribuer également à écrire la vérité historique. Parce que c'est un homme d'État. Et personne ne peut lui contester cela. Qu'a-t-il fait après les événements? Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, le président Dadis a instruit sur le plan sanitaire, le président Dadis a instruit que les leaders soient amenés à la clinique Pasteur pour des soins intensifs et appropriés. Selou Dalen Diallo l'a reconnu. Baouri, je n'ai pas été tendre avec lui, mais il a reconnu. Mais dans ce temple de Thémis, il y en a qui n'étaient pas là et qui ne veulent pas reconnaître. Alors que les intéressés bénéficiaires de ces largesses ont reconnu. Était-il obligé de demander qu'il soit soigné au niveau de la clinique Pasteur? Non. Il l'a fait humainement. Il l'a fait socialement. Il l'a fait parce que il savait déjà le niveau de ces leaders politiques-là. Il savait où il se soignait. Il est même allé plus loin, jusqu'à dire celui-là ou ceux qui veulent partir à l'étranger peuvent partir. Mais on vient vous dire, on a entendu ici que non, c'est Wade. Mais attention, Wade était considéré comme le père spirituel du président Dadis. Attention, on est au plus haut niveau de l'État lorsque des choses comme cela arrivent. Mais les chefs d'État communiquent entre eux. Qui était là? Qui a entendu la conversation passée entre le président Wade et le président Dadis pour l'inventer ici? Est-ce que le parquet était là? Est-ce que le parquet était dans les confidences du président Dadis? Est-ce que le parquet était dans les confidences du président Wade pour dire que c'est Wade qui a demandé? Et même si Wade devrait demander, mais quel est le mal à cela? Était-il obligé d'accepter s'il ne le voulait pas? Il a accepté humainement. Il pouvait ne pas accepter. Il pouvait juste laisser la justice faire son travail. Parce que lorsqu'on défie l'autorité de l'État, on est poursuivable. Tous les jours que Dieu fait dans ce pays-là, les gens sont poursuivis pour avoir défié l'autorité de l'État. Tous les jours que Dieu fait, s'il doit y avoir une manifestation, le parquet général de Conakry fait des communiqués. Mais pourquoi quand
quand c'est le président Dadis, ça doit changer. Pourquoi les règles changent avec lui? Alors que les règles, elles sont déjà connues. Pourquoi quand c'est lui? Non, les gens peuvent le défier. Les gens peuvent défier l'autorité de l'État. La justice ne dit rien. D'ailleurs, je vais y arriver. Puisqu'on vous posera ce qu'il a fait sur le plan judiciaire. Et ce parquet veut encore nous faire comprendre qu'il appartenait au président Dadis de faire le travail de la justice à sa place. Il l'a fait humainement. Il n'était pas obligé de le faire. Il l'a fait librement. Parce que ces gens ont défié l'autorité de l'État. Parce que ces gens ont géré ce pays-là. Et ils ont pris les mêmes décisions contre ceux-là qui sont sortis contre leur avis. Ces gens le savent. Ces gens le savaient. C'est pour ça qu'ils ne se supportent pas entre eux. Pourquoi lorsqu'on a dirigé à un moment donné un pays, on a posé les mêmes règles qu'on a obligé les gens à respecter? Pourquoi lorsque c'est contre nous, on ne veut pas simplement parce qu'on est politicien, simplement on est de la société civile? Pourquoi lorsque l'État pose des actes, il n'est pas écouté? Écrivons bien l'histoire de notre pays. Parce que chacun de nous rendra compte. Parce que bientôt nous serons des anciens et nous laisserons la place à nos plus jeunes. C'est pour ça que je suis contre quand quelqu'un dit la Guinée appartient à nous tous. La Guinée n'appartient à aucun Guinéen, mais la Guinée est à tous les Guinéens. C'est différent, ce n'est pas la même chose. Parce que quand quelque chose vous appartient, vous pouvez la brûler, vous pouvez la vendre, vous pouvez la donner à n'importe qui. Mais aucun Guinéen ne peut vendre la Guinée, aucun Guinéen ne peut brûler la Guinée. Parce que la Guinée n'appartient à aucun Guinéen, mais la Guinée est à tous les Guinéens. Comme Ousmane Sembène a dit, c'est comme une pirogue sur l'eau, seul le vent le conduit. Vous ne pouvez pas faire de la Guinée ce que vous voulez parce que tout simplement vous êtes politicien. Est-ce que parce qu'on est politicien, on a une immunité? Est-ce que parce qu'on est politicien, on est permis de faire tout? Mais dans ce cas, pourquoi à leur temps, ils prenaient les mêmes décisions pour interdire les manifestations? Pourquoi à leur temps, ils prenaient des décisions pour surseoir à tout? Pourquoi à leur temps, ils n'acceptaient pas tel ou tel? Les mêmes règles qui se retournent contre eux. Mais ils devraient l'accepter. Parce que la loi, elle est obligatoire. La loi, elle est générale. La loi, elle est coercitive. Mais la loi, elle est permanente. Elle est permanente. Elle est permanente. Il y a l'histoire d'un garde des Sceaux de Guinée qui, tellement contre les avocats, mais avait pris une décision pour permettre qu'on arrête des avocats quand on voulait, en oubliant que lui-même était avocat. Mais le jour où il n'était plus avocat, il devrait être arrêté, il a tout de suite compris. Alors nous devons faire attention à ce que nous faisons. Ces leaders, hier, posaient les mêmes actes. Pourquoi, quand c'est le président qui les pose, pourquoi quand on les pose contre eux, ça devient problème? Alors si Wade est intervenu, c'était dans le cadre des liens conviviaux, des liens amicaux qu'il entretenait avec celui-là qu'il appelait effectivement mon fils. Je vous ai dit ici, en début de mes plaidoiries, ce que le président Wade a dit du président Dadis quand je le présentais. J'ai pris le soin de citer deux de ces phrases-là, là où il le soutenait. J'ai pris le soin de vous dire que c'est lui qui lui a remis à main propre, ici, au palais, les deux trophées qu'il avait reçus, les trophées de l'excellence. Pourquoi voulez-vous penser que ce président Ouad-là a la possibilité de contraindre un président d'un État souverain? Pourquoi nous ne pouvons pas être objectifs un jour? Pourquoi nous ne pouvons pas nous départir de la subjectivité, de la subversion?
président Dadis, après les événements, a voulu que ces leaders-là soient traités dignement, a voulu que ces leaders-là soient traités avec tous les soins possibles, a voulu que ces leaders-là soient traités conformément à leur rang. Il n'a pas pensé à leur comportement. Il n'a pas pensé aux défis qu'ils ont lancés à l'autorité de l'État. Il a dit, en humain, ils vont se soigner, alors qu'on pouvait bien les poursuivre. Alors que le parquet général aurait mis en branle la machine judiciaire, alors que le procureur de la République, près le tribunal de Vincent de Dixine, aurait mis la machine en branle. Mais je vais y arriver tout à l'heure. Voilà ce qu'il a fait sur le plan sanitaire. N'est-ce pas un acte concret posé par le président Moussa Dadis Camara? N'est-ce pas un acte vérifiable? N'est-ce pas un acte plausible qui indique qu'il a été à la hauteur? Sur le plan financier, qu'a-t-il fait? Et cela ne vient pas de nous. Cela vient à la fois de son ministre de la Santé, qui est un co-accusé comme lui, absolument rien fait. Mais simplement parce qu'il était le ministre de la Santé. Et le ministre de l'Économie. Vous savez, je vais parler de ce ministre de l'Économie ici. Sandé. Quand je vais attaquer Kaléa. Je parlerai des actes qu'il a posés et que le parquet a produit pour totalement laver le président Dadis. En écrivant à la Banque centrale, ils peuvent déjà vérifier la réponse pour simplement trouver un rattachement entre le président Dadis et Gono Sangari. Parce que chacun a fait comprendre que c'est lui qui finançait tout. Vous allez être surpris. Alors, sur le plan financier, le président Dadis a mis tous les moyens à la disposition de son ministre de la Santé, qui est allé le voir à 14h et allé le voir le soir. Je ne sais pas pourquoi on a parlé de confrontation entre eux ici, alors même que les deux n'avaient jamais eu des points de vue différents. Mais j'ai compris la sagesse du tribunal et j'ai compris que c'était pour conforter une position, une conviction. Le ministre a clairement indiqué être allé voir le président Dadis et lui expliquer ce qui s'est passé. La première mesure qu'il a prise était de lui laisser des finances. Il lui a demandé de se mettre en rapport avec le ministre des Finances. Alors, le nœud de tout ce que l'on fait dans la vie, c'est quoi? Le nœud de tout, c'est l'argent. Ce sont les finances. Le président Dadis a laissé cette finance-là. Le président Dadis a mis à contribution son ministre de la Santé et son ministre des Finances. Et pour s'occuper dignement de ceux qui étaient déjà blessés et également des corps. Son rôle ne s'est même pas limité là. Il est allé plus loin et a décidé de communiquer pour la transparence, conformément aux informations qu'il recevait. Qu'est-ce que l'on doit encourager aujourd'hui? Nous encourageons tous la transparence. Nous disons que nos chefs d'État ne communiquent pas. Nous disons que tout est opaque. Nous disons que rien n'est transparent. Nous disons que tout reste entre une minorité de personnes. Mais il y a un président qui décide de combattre tout ça. Et on lui dit qu'il n'a rien fait. Pourtant, sur le plan de la communication et de la transparence, le président Dadis a invité les médias nationaux et internationaux. S'il s'était limité uniquement aux médias nationaux, à la RTG, on aurait dit attention, on va censurer tout ce qu'il va dire,
On va tout simplement faire passer ce qui est bien pour lui, ce qui arrange le gouvernement, ce qui arrange le CNDD, ce qui l'arrange personnellement. Mais il a invité les médias internationaux. Pensez-vous que le président Dadis est en mesure de contrôler les médias internationaux? Pensez-vous que le président Dadis peut contrôler France 24? Pensez-vous que le président Dadis peut contrôler Jeune Afrique? Pensez-vous que le président Dadis peut contrôler TV5 Monde? En les appelant à l'idée, il savait en tant qu'homme honnête, il leur livrerait exactement les comptes rendus qui lui ont été faits. Mais on veut remettre en cause cette bonne volonté. On veut remettre en cause cet élan-là. On veut remettre en cause cette bonne foi de cet homme-là qui a voulu que lumière soit faite dans cette affaire tôt et très tôt. On l'en a empêché malheureusement. Et ceux qui l'ont empêché sont restés ici plus d'1 an et n'ont jamais parlé de ce procès. Ceux qui les ont empêchés sont venus encore après les 1 an, ont fait plus de 11 ans et n'ont jamais organisé ce procès-là. Alors que lui, en un laps de temps, il avait déjà posé les vrais actes que je suis en train de citer depuis maintenant des heures. Je ne finirai pas toute la journée de les citer parce que les actes posés ont été connus de tous, ont été à la portée de tous, sont vérifiables, sont prouvables et chacun sait. Le président Dadis a donc invité ses médias à se transporter dans les hôpitaux pour une véritable couverture médiatique en vue de la transparence. Est-ce que l'hôpital dépendait de lui? Est-ce qu'il lui appartenait à lui de dire à France 24, à l'hôpital, donc ne viens pas là, allez par là? Est-ce qu'il lui appartenait à lui de dire à France 24, à l'hôpital, Ignace Dine par exemple, ne viens pas là, allez par là? Si lui-même a pris la responsabilité de se faire accompagner par ces médias, ça veut dire tout simplement que tous les médias étaient libres, tous les médias étaient indépendants, tous les médias pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient faire dans le cadre de la transparence. Voilà un homme censé se reprocher des choses dans un événement tel. Voilà un chef d'État qui sait avoir organisé les massacres, qui sait les avoir planifiés, qui sait les avoir coordonnés, qui sait que tout repose sur lui avec son gouvernement. Mais qui demande à des médias internationaux d'aller. Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Vous ne trouvez pas que ça ne lui ressemble pas? Cela n'est pas le président Dadis. Ça ne peut pas être lui. Alors, au lieu plutôt d'encourager cette transparence-là, on est en train de poser des actes aujourd'hui qui amènent à ceux-là qui nous gouvernent, à ceux qui nous gouverneront plus tard, de ne plus être transparents. Parce qu'on veut faire comprendre que le président Dadis devrait se taire sur ce qu'on lui disait. Non, ce n'est pas un homme à le faire. C'est un homme de la transparence. Il devrait porter à la connaissance de tout le peuple de Guinée, de toute la communauté internationale, ce qui se passait en Guinée. Parce qu'il savait qu'il n'avait rien à voir avec ça. Parce qu'il savait que ce qui s'était savamment monté. Parce qu'il voulait plutôt que l'on découvre ce qui a été fait. Cet acte de transparence n'est-il pas une disposition pratique prise par le président Dadis? Est-ce que, logiquement, juridiquement, raisonnablement, est-ce que l'on peut penser qu'en se comportant ainsi, il n'a rien fait? Il a fait quelque chose. Il a même fait plus. Il a donné, il a même fait don de soi. Il a fait don de soi. Préalablement, le président a voulu informer le public des comptes rendus que lui faisaient ses ministres. C'était normal. C'était très normal. Parce que c'était la voie la plus autorisée. C'était normal. Parce que c'était la plus haute autorité du pays. Pourtant, le ministre de la Santé pouvait se contenter de faire un bilan à son niveau. Le président n'avait pas intervenu. Le ministre de la Sécurité aurait fait de même. Le président ne serait pas intervenu. Mais s'il a accepté de s'engager, c'est parce qu'il a voulu une véritable transparence, parce qu'il a voulu un don de soi. Mais les partis civils, mais le ministère public indique encore que cela est une infraction. Le fait de communiquer pour un chef d'État, le fait d'être transparent,
pour un chef d'État, le fait d'encourager pour un chef d'État, parce que simplement qu'il prétende que ces informations n'étaient pas exactes et tendaient à minimiser la réalité des faits. Comment le président Dadis pouvait connaître la réalité des faits en dehors de ce que lui remontait, de ce que lui donnaient les personnes censées agir en son nom et pour son compte, c'est-à-dire ses ministres? Est-ce qu'un savant? Est-ce qu'il est Dieu? Comment on peut s'informer? C'est vers une source viable. Quelle est pour un chef d'État la source viable? La source viable pour un chef d'État dans le domaine de la sécurité, c'est le ministre de la Sécurité. Dans le domaine de la Défense, c'est le ministre de la Défense. Dans le domaine de la Santé, c'est le ministre de la Santé. Dans le domaine de la Justice, c'est le ministre de la Justice. Dans le domaine de la Pêche, c'est le ministre de la Pêche. Dans le domaine de l'élevage, c'est le ministre de l'élevage. Alors, lorsque ces personnes-là lui remontent des données, est-ce que ces personnes sont venues dire ici que le président a falsifié ces données? Est-ce que ces personnes sont venues dire ici que les données données au président n'ont pas été celles-là portées à la connaissance du public? C'était le seul moyen de remettre en cause ce qu'il a fait. Mais cela n'a jamais été remis en cause. Il a agi encore une fois en transférant de manière fidèle, en transmettant plutôt de manière fidèle ce qui lui a été indiqué, ce qui lui a été raconté. Pourtant, en le faisant, le président manifestait ainsi sa bonne foi, la transparence, mais aussi utilisait sa propre liberté d'expression pour informer les Guinéens. La liberté d'expression ne doit pas être resserrée en raison du statut de la personne. Simple citoyen, avocat, magistrat, homme d'affaires, médecin, ministre, chef d'État, tout le monde a droit à la liberté d'expression. Liberté fondamentale, au même titre que la liberté d'information et de la presse, fondement de toute démocratie et de tout état de droit. La liberté d'expression est la base des droits de l'homme, puisqu'on a parlé ici des droits de l'homme. La racine de la nature humaine et la mère de la vérité. Tuer la liberté d'expression revient à insulter les droits de l'homme, étouffer la nature humaine et supprimer la vérité. Le parquet veut étouffer la nature humaine, le parquet veut supprimer la vérité, le parquet veut tuer la liberté d'expression en déniant au président Dadis sa liberté d'expression de pouvoir communiquer avec son peuple, de pouvoir communiquer avec les Guinéens, de pouvoir leur donner les informations relatives aux faits commis. Au stade du 28 septembre, est-ce qu'on veut vraiment que la vérité apparaisse dans cette affaire? Est-ce qu'on veut vraiment que la vérité soit connue? Parce que si on veut vraiment que la vérité apparaisse, on devrait plutôt encourager cela, pour donner l'exemple, pour en faire un symbole, pour que désormais, tout chef d'État communique sur les événements qui arrivent dans son pays. Mais voilà un militaire qui le fait. Voilà un militaire qui devient transparent. Voilà un parquet qui veut lui retirer le droit d'être transparent. Voilà des partis civils qui veulent lui retirer le droit d'être transparent. Voilà un parquet qui veut donc tuer la liberté d'expression. Voilà un parquet qui veut tuer la démocratie. Voilà un parquet qui veut tuer, étouffer la nature humaine. Voilà un parquet qui veut supprimer la vérité. Mais la vérité, elle sera dite ici. Elle durera. Elle durera le temps que ça prendra. Elle a déjà duré près de 15 ans. Il a passé environ 15 ans à Ouagadougou de manière injuste. Il est venu se livrer à cette justice. C'est pour que cette vérité apparaisse. Et cette vérité apparaîtra. Cette vérité apparaîtra. Et cette vérité, le jour où elle apparaîtra, ce parquet baissera la tête. Je suppose et je prie pour qu'après la défense, qu'elle prenne la parole pour présenter des excuses publiques au président Dadis. Parce que s'il nous répondait, nous reviendrons avec force. Ce sera cela l'élégance dans le procès pénal. Ce sera cela l'élégance dans le procès criminel. Parce qu'un homme, c'est un homme. Un homme, quand on est président, on n'agit pas seul. Quand on est président, on se bat sur des personnes. Et lorsque ces personnes viennent vers nous, on ne peut pas ne pas les croire. Parce que nos seules sources de vérification, c'est là. Et quand nous voulons partir plus loin,
Mais plus loin, on saisit les médias. Et c'est ce qu'il a fait en tant qu'ami des journalistes. J'insisterai là-dessus pour que vous compreniez le contexte, pour que vous compreniez pourquoi il était aussi facile pour lui d'aller vers les journalistes. Parce qu'il ne voulait pas que tous les actes posés par lui soient cachés. Parce qu'il ne voudrait pas que les Guinéens ne sachent pas ce qui se passe en Guinée. Parce qu'il voudrait que tout ce qui se passe aujourd'hui soit connu de tous. Alors, Monsieur le juge président, Messieurs les juges assesseurs, peut-on vraiment reprocher au président Dadis de n'avoir pas communiqué ou d'avoir mal communiqué? Peut-on lui reprocher d'avoir fourni des informations qui sont fausses alors que les personnes les lui ont données n'ont pas démenti cela? Peut-on être plus royaliste que le roi? Le ministre Diaby est là. Vous savez, le président Dadis ne connaissait pas le ministre Diaby. Le ministre Diaby a dit ça ici quand je lui posais des questions. Le jour où il entrait au camp, il était beaucoup plus lié à d'autres. Mais pour ses compétences, il a été nommé par le président Dadis. Voilà un homme qui met l'accent sur la valeur intrinsèque. Voilà un homme qui met l'accent sur les compétences. Voilà un homme qui se dit, je peux me tromper. Le seul moyen pour moi de ne pas me tromper, c'est de mettre à la disposition de ce que j'ai aux autres. Et lorsqu'on met à la disposition de ce qu'on a aux autres, ces autres-là peuvent nous aider. Voilà pourquoi difficilement il pouvait prendre seul une décision. Voilà pourquoi le tribunal devrait le comprendre quand il dit, par exemple, le pouvoir, je l'ai partagé. Mais cela ne suffit pas pour les actes que le président Dadis a posés. Sur le plan social et humanitaire, le président Dadis, accompagné du président Blaise Compaoré, président du Burkina Faso à l'époque des faits, et du ministre de la Santé publique, a rendu visite aux blessés à l'hôpital. Monsieur le Président, je veux juste que nous prenions les exemples sur des pays qui nous entourent ou des pays lointains, puisque nous aimons penser que le modèle c'est ailleurs. Est-ce que vous pensez que des blessés ailleurs vont tout de suite être visités par un chef d'État et avec un autre chef d'État dans notre pays souverain? Vous ne pensez que la visite aux blessés pouvait uniquement être faite par le ministre de la Santé ou bien par le Premier ministre? Le président Dadis est allé visiter ceux-là qui avaient été blessés. Il l'a fait. Il n'est pas allé seul. Il a déprogrammé un autre président d'un État souverain pour aller avec lui. Il ne s'est pas contenté d'aller avec lui uniquement, parce que les deux étaient peut-être novices, ne savaient rien de ce qui est lié à la santé. Il y est allé avec son ministre de la Santé pour que ce dernier leur serve de guide auprès du directeur national de l'hôpital, de guide auprès des médecins. Cela a été fait, cela n'a pas été contesté. Même des audios ont montré ici, même si certains de très mauvaise foi ont encore voulu faire comprendre qu'il avait voulu tirer le drap de son côté en attirant les médias. Parce qu'il est allé avec les médias. Et cela a été confirmé par son ministre. Ici. Et cela a été confirmé par des partis civils.
On peut penser que le ministre est son subordonné, a été son subordonné, et qu'il ne fera que poser des actes dans le sens de sa défense. Mais des parties civiles, blessés, hospitalisés, vous ont dit ici que le président est passé et qu'ils étaient contents de l'avoir, qu'il est même allé jusqu'à leur fournir des vivres. Mais tout ça, on ne veut pas comprendre parce que c'est le président Dadis. Tout ça, on ne veut pas comprendre parce que on est déjà dans une direction connue de tous. Ceux qui ont créé le 28 septembre pour salir l'image de l'histoire de la Guinée, tuer nos compatriotes, devront le payer. Et ce jour, rassurez-vous, je serai là du côté des partis civils. Et je les défendrai corps et âme. Mais on ne peut pas transformer un homme bien en un homme mauvais. On n'est pas ici pour chercher un coupable. On est ici pour chercher le coupable. C'est différent. Alors cherchez le coupable, trouvez les éléments, trouvez tous les éléments qui étayent votre poursuite. Trouvez tous les éléments qui permettent d'étayer les dommages que vous comptez demander, les justifier, les évaluer. Mais vous ne pouvez pas rendre un homme bon diable, parce qu'il ne l'est pas. Et vous saviez qu'il ne l'est pas. Au point de lui coller ces massacres, des faits aussi graves, pour le marquer à jamais, personnellement, ainsi que sa famille. Parce que lui coller ces faits, c'est faire comprendre à ses enfants que votre père a fait ça un jour. C'est faire comprendre aux Guinéens qui se réclament, qui se reconnaissent en lui, que cet homme-là a agi ainsi en Guinée. Ce n'est pas le rôle du parquet. Cela. Le rôle du parquet, ce n'est pas d'accuser à tort. Le rôle du parquet, c'est de requérir, c'est de poursuivre en utilisant les moyens de droit, en étayant ces moyens de droit là sur des éléments probatoires et en étayant ces éléments non pas uniquement sur des moyens probatoires mais des moyens probatoires loyaux, la probité de la preuve, et nous en parlerons. Il faut que cela soit su, il faut que cela soit connu, il faut que cela ne sorte pas de cette salle d'audience. Ici. Parce que quand ça sort de cette salle d'audience, et qu'on comprenne qu'il y a un parquet qui poursuit, sans aucun élément, ça rabaisser notre justice. Et je suis un acteur essentiel de cette justice-là. Ça réagira négativement sur moi. Le président Dadis, par ailleurs, a mis en place un comité de crise dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement, une commission de restitution des corps présidée par M. Koudoubou, ministre de la coopération internationale de l'époque. Pensez un peu à la moralité de ces hommes-là. Le Premier ministre, Lansana Komara, est un homme qu'on ne présente plus. C'est un homme aimé pour non seulement sa loyauté, mais pour ses vertus. Le ministre Koutoubou est connu. Vous pouvez ne pas faire confiance au président Dadis, parce que vous faites le semblant de ne pas le faire. Ça ne le diminue pas. Mais au moins,
Faites confiance aux gens qui travaillaient avec lui. Parce que si on confie un comité de crise à un premier ministre de la carrure de Lansana de Komara, rassurez-vous que c'est pour du sérieux, c'est pour du bon. Le président n'a pas à confier à ces gens-là la gestion de tel comité de crise pour venir encore les empiéter. Tout ce qu'il peut attendre, c'est attendre qu'on lui rende des comptes. Parce qu'il leur fait confiance. Et à date, même là où il est, il continue de leur faire confiance. Et s'il devrait reprendre, il confierait ce comité de crise-là au Premier ministre. Il confierait le comité de gestion des corps, de restriction des corps, au ministre Koutoubou. Parce que le ministre Koutoubou, nous le connaissons, nous connaissons son CV. Nous connaissons sa moralité. En tout cas, nous savons ce qu'on dit de lui. Et ce qu'on dit de lui n'est pas caché, il est connu. Et c'est vérifiable. En mettant donc en place un comité de médiation au début, en mettant les finances à la disposition de qui de droit pour les blessés, en mettant en place un comité de crise, une commission de restitution des corps, n'est-ce pas des actes hautement humanitaires? N'est-ce pas des actes de compassion qui doivent être appréciés à leur juste valeur? On nous a même dit ici que le président Dadis n'a pas compati. Peut-être que nous n'avons pas la même définition de la compassion. Mais lorsque le président Dadis a demandé à être entendu par lettre, et que le 28 février 2015, lorsque la juge lui a posé la première question, les premiers mots du président Dadis dans cette affaire ont été ceci: je ne peux pas parler des événements du 28 septembre sans m'incliner pieusement devant les victimes qui sont tombées, sans adresser mes condoléances aux familles éplorées, sans adresser mes condoléances à la Guinée. C'est écrit. Son premier jour de passage ici, à cette audience, quand il lui a été demandé, il a dit exactement la même chose. Je me permets de lire d'ailleurs ce qu'il avait dit devant le juge d'instruction. Ses premiers mots, ce sont ses premiers mots dans cette affaire en tant que témoin. S'agissant des événements du 28 septembre, je ne peux en parler sans d'abord m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont disparu suite à ces événements et présenter mes condoléances à la nation guinéenne ainsi qu'aux familles éplorées. C'est ce qu'on appelle la compassion. Ce sont des faits, ce ne sont pas des mots. Nous sommes en 2015, 6 ans après la commission de ces faits. Il n'est pas inquiété, il est entendu comme témoin. Voilà le premier mot qu'il a adressé au magistrat instructeur. C'est un mot de compassion. Et quand il est passé ici, quand il dit « Je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes, je présente mes condoléances aux familles éplorées ainsi qu'au peuple de Guinée. Je prie Dieu pour le repos de leurs âmes et pour que de telles choses ne se reproduisent plus dans notre pays. » Pourquoi on peut penser que cela n'est pas l'expression d'une compassion? La partie civile a-t-elle une autre définition de la compassion? Le parquet a-t-il une autre définition de la compassion que la défense ne connaît pas? La compassion, est-ce qu'elle doit se limiter au mot compassion? Ou est-ce qu'elle doit se traduire dans les gestes par les mots que nous prononçons? Pour la défense. Et c'est cela la vérité. Et c'est cela la vraie réponse.
La compassion ne se limite pas au mot compassion. Elle doit se traduire dans les actes, dans les mots que l'on prononce. Et le premier geste de la compassion, c'est l'adresse que l'on fait à une personne. Lorsqu'une personne décède dans le quartier et qu'on est informé, le premier geste de compassion, c'est adresser ses condoléances. Pour les parties civiles, non. Ce n'est pas cela la compassion, parce que ça vient du président Dadis. Ou bien vous voulez que le président Dadis se mette ici à pleurer comme le parquet a pleuré, mettant en danger la société. Parce que le parquet représente la société. Le parquet ne doit pas épouser un dossier. Mais si le parquet vient publiquement se saisir d'une affaire qui n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre, puisqu'il a dit lui-même, et couler des larmes. D'abord, il ne sait même pas pleurer, puisque ce montage n'a pas été bien, il n'a pas su le faire. J'ai compris qu'il n'est pas habitué à cela. Se mettre à pleurer, et il remet ainsi en danger la société. Parce que la société ne peut plus compter sur lui. La société pense que sa seule défense, c'est le parquet, c'est le ministère public. Ce ministère public n'a pas à pleurer dans une salle d'audience. S'il pleure dans une salle d'audience, il épouse le dossier. Comme un avocat doit être radié quand il épouse un dossier, un magistrat devrait l'être quand il épouse un dossier. On ne peut pas comprendre que pour une affaire aussi profonde, pour un dossier aussi important, qui implique toute la Guinée, toute la communauté internationale, tous ceux qui aiment la Guinée, tous ceux qui n'aiment pas la Guinée, au lieu de poursuivre, de requérir, de demander l'application de la loi, on vient pleurer comme une femme trahie, pleure, parce que tout simplement, il ne voit pas son amant et qu'il a envie de le voir. Nous ne sommes pas là pour chérir les gens. Nous sommes là pour un but bien déterminé. Le parquet doit poursuivre avec ces éléments qu'il faut. La partie civile doit défendre les parties civiles en indiquant le préjudice subi, en les évaluant, en demandant des dommages et intérêts par rapport à cela. Et la défense, elle doit défendre. Et nous défendons, nous n'épousons aucun dossier. Voilà ce qui se passe dans un temple de Thémis. On ne vient pas ici pour s'entraîner. On vient parce qu'on est déjà entraîné. On vient parce qu'on est prêt. On vient justement livrer un combat, mais un combat juridique, un combat civilisé. Mais on ne vient pas pleurer. Le fait de pleurer ne dérange pas ce tribunal. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose par rapport à cela. Je vais vous dire pourquoi on a supprimé les cours d'assises. Je vais vous dire pourquoi on les a supprimés chez nous en Guinée. Et la tendance, et je remercie d'ailleurs les autorités guinéennes dans ce sens-là, est établie. Parce que tout simplement, devant les cours d'assises, il n'y a que ces 3 magistrats professionnels. Le reste, le jury est composé de citoyens que l'on prend n'importe où. On a compris que l'éloquence des magistrats au parquet ou des avocats les faisait pleurer. J'ai fait suffisamment pleurer des femmes ici lors de mon premier dossier criminel. C'était à la cour d'assises avec Feu Doura Chérif. C'était de l'infanticide. Si vous êtes, rappelez-vous d'un assassinat commis sur un petit enfant de 4 ans à Amdalaï. Pourquoi? Parce que ces gens se laissent facilement influencer. Mais vous ne pouvez pas influencer ces hommes qui sont là. Vous ne pouvez pas influencer le président de ce tribunal criminel. Vous ne pouvez pas influencer les assesseurs de ce tribunal criminel. Attendez, lorsque les assises reviendront, mais ce n'est plus possible, hein, je ne crois pas. Là, vous allez influencer les jurys qui ne sont pas des magistrats professionnels, qu'on prend tout simplement devant, dans les quartiers, entre les citoyens et qui ne savent rien de tout ce qui se passe ici. Alors, vous ne devrez pas pleurer, parce que si pour vous c'est cela la compassion, c'est loin d'être la compassion, c'est une véritable faiblesse. C'est cela épouser un dossier. Et on ne devrait pas épouser un dossier. Qu'est-ce que le président Dadis a fait sur le plan judiciaire? Et là, à ce niveau, je vais prendre mon temps. Monsieur le Président, Monsieur les juges assesseurs, je vais me permettre de lire, de rappeler, parce que je sais que c'est connu, les dispositions à la matière, pour que vous compreniez une fois pour toutes
que nous devrons, nous, lutter pour l'indépendance de la magistrature. Les avocats doivent se battre pour l'indépendance de la magistrature. Parce que l'indépendance de la magistrature, c'est un gage d'une bonne justice. Parce que si la justice est bien rendue, l'avocat gagne son compte. Et il vit bien. Parce qu'il sait qu'il ne comptera que sur sa formation. Parce qu'il sait qu'il ne comptera que sur le travail qu'il fait. Parce qu'il sait qu'il est donc obligé de travailler correctement. De cravacher dur pour convaincre un juge. Mais si le juge doit recevoir des instructions à tout moment, il ne rend plus justice, conformément à la loi. Alors que c'est conformément à cette loi qu'il doit rendre justice. Le président Dadis a quand même instruit, malgré tout, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'instruire le procureur général afin d'engager des poursuites judiciaires. C'est sur son instruction, sur l'instruction. Le ministre de la Justice, sur l'instruction du ministre de la Justice, qui est le premier parquetier du pays, que le procureur général près la cour d'appel de Conakry a requis le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine afin d'ouvrir une information. Dans un premier temps, c'était contre X pour meurtre, viol et violation d'une interdiction de faire une manifestation. C'est dans le dossier. C'est dans le dossier. Ce sont des éléments du dossier qu'on n'a pas lu et qu'on a oublié. Mais est-ce que c'était le travail du président? Est-ce que c'était le travail du garde des Sceaux? Est-ce que c'était d'ailleurs le travail du procureur général? Est-ce que le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, n'avait pas vécu les crimes commis au stade du 28 septembre? Est-ce qu'il n'était pas en Guinée? Et s'il n'était pas là, est-ce qu'il n'avait pas de substitut capable de lui remonter? Je vais prendre mon temps dessus parce que j'ai entendu ici des parquetiers dire à un accusé, M. Goum, que vous êtes officier de police judiciaire. Qu'avez-vous fait puisque vous vous êtes trouvé sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, procureur, puisque le stade est dans les nez du tribunal de première instance de Dixine? Ça veut dire quoi? Si M. Goum est là parce qu'il n'a rien fait, vous devrez aussi être là parce que vous n'avez rien fait. Mais pourtant, c'est vous qui aussi devrez être à sa place parce que vous n'avez rien fait, parce que vous pensez que le président Dadis n'a rien fait, qui êtes ici assis et vous poursuivez. Si on doit poursuivre le président Dadis parce qu'il n'a rien fait pour le plan judiciaire, si on doit reprocher à l'accusé Blaise Goum parce que OPJ, se trouvant sur le terrain, n'a rien fait, vous pensez que vous, on ne peut pas vous poursuivre? C'est pour ça, quand je vais parler des peines requises que vous avez distribuées, je vous parlerai de Antoine Quintin, pour vous dire que personne n'est au-dessus de la loi. Quand vous poursuivez le droit, c'est aussi quelque part une logique. Vous devriez comprendre que les premiers actes devraient être posés par vous, parce que les OPJ travaillent sous votre direction. Les OPJ travaillent sous la surveillance des juges d'instruction de la cour d'appel. Je le dis, les OPJ travaillent sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle des magistrats instructeurs des chambres d'instruction. Je ne me trompe pas, vous pouvez rire, moi je maîtrise ce que je fais. Et je le dis avec élégance. Et je vous envoie cette élégance-là. Et je vous demande d'en faire autant. Mais ne pleurez pas quand vous prenez la parole. À ce niveau,
N'est-ce pas la volonté de laisser la justice travailler convenablement et librement? En cas de commission d'une infraction, à qui doit-on demander le défaut de poursuite dans un état de droit? Certainement au procureur de la République. Parce que la loi lui confère tout ce pouvoir. Et les articles 46, 47, 48, 49, 50 et 51 du Code de procédure pénale sont clairs là-dessus. Et je vais les lire. Je vais les lire intégralement pour que ce parquet comprenne que poursuivre quelqu'un sur le fait qu'il n'a posé, il n'a pas pris d'acte sur le plan judiciaire est tout simplement le monde à l'envers. Que dispose l'article 46? Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de première instance. Que dispose l'article 47? Le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. À cette fin, il dirige l'activité des officiers de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. En cas de délit ou de crime flagrant, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 110 du présent Code. Que dispose l'article 48? En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la Justice, précise et le cas échéant adapté par le procureur général. Précisé et le cas échéant adapté par le procureur général. Outre les rapports particuliers qu'il établit, soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et les instructions générales, ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet. Il informe au moins une fois par an l'Assemblée des magistrats, du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre dans le ressort de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la Justice en application du deuxième alinéa de l'article 37. Que dispose l'article 49? Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 47 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République, territorialement compétent, décide, s'il est opportun, soit d'engager des poursuites, soit de classer sans suite la procédure, dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. Que dit l'article 50? Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre, il avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées de la suite réservée à leur plainte. Lorsque le procureur de la République décide de classer une plainte sans suite, il doit adresser un avis de cette décision dans un délai de 8 jours au plaignant. Cet avis comporte notamment la mention que ce dernier peut, s'il le désire, prendre l'initiative de mettre l'action publique en mouvement en se constituant partie civile
à ses risques et périls. Que dispose l'article 51? Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise. À la suite de cette dénonciation, le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 42, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé. Que dispose l'article 52. Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. On ne peut pas être... Alors, voyez-vous, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ces dispositions sont très claires et on ne peut pas être plus réaliste que le roi. On ne peut pas demander à un président d'un pays de poser des actes, de se substituer au procureur de la République pour poser des actes à sa place. Surtout que nous prenons l'indépendance de la magistrature. Que faisons-nous de cette indépendance-là? Pourquoi faire comprendre que le président Dadis n'a pas posé d'actes dans ce sens-là? Est-ce que c'était à lui de poser de tels actes? Certainement non. Pas du tout. Sinon, si c'était le cas, l'indépendance de la magistrature serait mise à dure épreuve. Et moi, croyez-moi, j'aurais ôté ma robe. Parce que si l'indépendance des magistrats est mise à rude épreuve, je ne vois pas quelle serait ma raison d'être quand je suis surtout avocat au contentieux, quand je sais qu'à tout moment, je peux venir directement devant vous. Mais malgré cela, et toujours sur le plan judiciaire, le président Dadis a quand même mis en place 2 commissions d'enquête. 2 commissions d'enquête, lesquelles résultaient d'une médiation qui avait été amorcée par le président Blaise Compaoré. Ces 2 commissions d'enquête, l'une était nationale, l'autre internationale, même si pour le parquet, la commission nationale d'enquête indépendante n'est rien pour lui. Mais il l'a dit sans indiquer en quoi cette commission n'est rien pour lui. Mais nous prendrons 2 heures de temps pour uniquement démonter la prétendue commission d'enquête internationale ou le prétendu rapport de la commission d'enquête internationale établi en méconnaissance totale de l'histoire de la Guinée, en méconnaissance totale de la société de la Guinée, en méconnaissance totale même des informations scientifiques données dans le recensement dans les cas de démographie dans notre pays. Une commission établie en un laps de temps par des personnes qui n'ont fait que 7 jours en Guinée et qui ont travaillé 5 jours. Et c'est le sésame de ce parquet. C'est le sésame de ce parquet. Alors, la Commission internationale d'enquête a travaillé. Pensez-vous vraiment qu'un président, un gouvernement qui savent avoir mis en danger la vie des Guinéens, qui savent avoir participé à la commission de crimes aussi crapuleux, qui savent n'avoir aucun pouvoir pour contrôler une commission à l'international, pouvaient se permettre de mettre cela en place. On vous dira encore ici que le pays était obligé. Mais ce qui est dérangeant, c'est quand ça vient de gens qui veulent diriger un jour le pays, qui oublient totalement la notion de souveraineté et qui pensent qu'en fonction de leurs intérêts du temps, les règles doivent changer
et doivent être établis en leur faveur, qui pensent que si ce ne sont pas eux qui sont là, la communauté internationale peut bien obliger le pays, qui pensent que si c'est eux, si ce sont eux qui sont là, la communauté internationale ne peut pas obliger le pays. Monsieur le Président, est-ce que raisonnablement, on peut penser que cette commission aurait été mise en place si le gouvernement guinéen savait être responsable des massacres du 28 septembre? Est-ce que raisonnablement on peut penser que cette commission d'enquête internationale serait mise en place si le président Dadis savait que ces massacres ont été planifiés, coordonnés, organisés par lui, par son gouvernement, par le CNDD? Mais pourquoi va-t-il accepter et se mettre à la disposition de cette commission? Lui, chef d'État d'un pays souverain, accepte d'être entendu par des personnes étrangères. N'est-ce pas un autre symbole? N'est-ce pas un autre exemple? N'est-ce pas un autre acte qui doit inspirer? Mais lorsque ceux-là même qui ont déjà dirigé la Guinée ou qui veulent diriger encore la Guinée viennent vous dire que notre souveraineté ne veut rien dire, viennent vous dire que non, ils savaient avoir commis ces faits, mais ils étaient obligés de nous donner les moyens pour les coincer. Pourquoi on devrait croire? Pourtant, ces commissions-là, ces deux, ont bénéficié de tous les pouvoirs. Elles ont été investies de tous les pouvoirs. La commission d'enquête au niveau national a été investie de tous les pouvoirs de police et même de tous les pouvoirs d'instruction. Avant la mise en place de ces commissions, le président, il a dit ici, était dans les dispositions de demander que des mesures soient prises contre ceux qui étaient allés au stade. Il était dans ces dispositions-là. Tous ceux qui étaient allés au stade et dont les noms lui ont été révélés, il était dans les dispositions de prendre des mesures contre eux. Mais en acceptant la médiation, il acceptait aussi les obligations liées à cette médiation. Parce que la première médiation qui a réuni Blaise, le médiateur, Blaise Compaoré, le CNDD et les partis politiques, avait été claire. Suspendre l'interpellation tant dans les camps civils que dans le camp militaire. Pourquoi le président Dadis devrait violer les engagements pris et signés par le CNDD? Pourquoi lui, le premier responsable, ne devrait pas respecter ces engagements-là? Pour ceux qui savent l'histoire un peu du Burkina, rappelez-vous l'affaire Norbert Zongo. L'affaire Norbert Zongo a fini par des compromissions. Au départ, et le procureur qui avait le dossier à l'époque avait été suspendu, je vais même dire écarté. J'ai eu la chance d'être avocat de cet ancien procureur, ancien diplomate et ancien garde des Sceaux de son pays. Celui qui était le juge d'instruction en charge de cette affaire avait été également écarté. J'ai eu la chance de le connaître personnellement, puisque cet ancien procureur devenu ministre l'a appelé pour être procureur général.
La gestion d'un État est plus compliquée, est plus complexe qu'on peut le penser. Quand on est civil et assis derrière nos bureaux, les choses sont souvent plus simples. Mais lorsque de tels événements arrivent et qu'une médiation internationale arrive et demande que tout soit suspendu, heureusement, si le président Dadis avait passé outre ce qui avait été décidé par la médiation, qui est là, qui est connu, qui se trouve dans des documents, qui est prouvable, qui est vérifiable, et arrêté des gens, on aurait dit, voilà, il a voulu faire supporter à tel ce qui s'est passé. Mais c'est un légaliste. C'est quelqu'un qui a le respect de ses engagements. C'est quelqu'un qui respecte les lois, il a d'ailleurs prouvé. C'est quelqu'un qui respecte les accords. Les accords interdisant toute interpellation, il ne pouvait pas interpeller quelqu'un. Il ne pouvait pas interpeller quelqu'un. Est-ce qu'on peut bien lui reprocher cela? Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous comprendrez que, encore une fois, sur ce plan-là, et seulement sur ce plan-là, puisque je parle de cela, on ne peut faire de reproches au président Dadis. Il a mis en place les deux commissions pour que lumière soit faite sur les événements du 28 septembre. Et avant même que les deux commissions ne présentent leurs résultats, il avait déjà fait l'objet de tentatives d'assassinat. Donc les résultats ont été pris en dehors de lui. Quelle influence pouvait-il exercer contre les auteurs de ces deux commissions? De toutes les façons, s'agissant de la commission d'enquête internationale, ce ne serait pas possible. Et il le savait. S'agissant de la commission d'enquête nationale, il n'était pas là. Il avait déjà fait l'objet de tentatives d'assassinat. Il était dans un premier temps au Maroc, avant d'être exilé à Ouagadougou, où il effectuait sa convalescence, où il ne gérait pas. Est-ce qu'il pouvait rester à Ouagadougou? Est-ce qu'il pouvait rester dans ce pays-là, influencer chaque membre de cette commission? Ce n'est pas possible, Monsieur le Président. On va se limiter là. Vous pouvez rejoindre le box, s'il vous plaît. L'audience est suspendue. Kalau belum mau bos nak begitu, mau pernah, ada lagi.